Ma mère était une grande lectrice, donc elle arrivait du pays avec plein de livres. Et donc elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on lise d'abord pour être casanier. Elle voulait pas qu'on traîne trop dehors, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ma maman, elle voulait qu'on ait de la culture générale, au-delà des diplômes. Pour avoir de la culture générale, il n'y avait pas trop le choix, il fallait bouquiner. Et donc elle nous mettait des livres dans les pattes. Elle avait engrainé mon père aussi, en lui disant quand tu reviens du travail de temps en temps, tu passes, tu ramènes un livre. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est désormais installée dans le bâtiment Lumière à Paris, au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement, le temps des travaux qui se dérouleront pendant 5 ans au Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, place à Ramsès Khéfi, journaliste et écrivain dont la plume incisive a marqué la rentrée littéraire 2025 avec un premier roman, 4 jours sans ma mère, aux éditions Philippe Ray. Lauréat du prix Première Plume 2025, ce livre a aussi été sélectionné pour le Grand Prix du roman de l'Académie française et pour le Renaudot, entre autres. Entre fresques sociales et quêtes intimes, 4 jours sans ma mère met en scène la disparition soudaine d'une mère de famille ouvrière, racontée par son fils Salman dans la cité imaginaire de la Caverne, en banlieue parisienne. Cette femme, qui s'appelle Amani, s'enfuit du jour au lendemain en laissant un petit mot qui n'explique presque rien. Pour son mari Eddy, un homme vaillant et orgueilleux, c'est le début de la fin. Pour leur fils Salman, 36 ans, pris au piège d'une vie qu'il subit plus qu'il ne l'a choisie, ces quelques jours passés sans sa mère sont l'occasion d'une quête éprouvante aux effets totalement inattendus. À travers la voix tendre et gouailleuse de Salman, la drôlerie avec laquelle il pique et croque les personnages qui l'entourent, Ramsès Khéfi déploie une fable philosophique sur les multiples récits familiaux qui s'inventent au fil du temps, sur la complexité de devenir adulte même tardivement, sur la solitude des femmes fortes qui tiennent leur famille à bout de bras en pliant en silence sous la charge que cela représente. Ramsès Khéfi révèle aussi les solidarités invisibles qui se tissent, notamment dans les quartiers populaires comme la Caverne, souvent délaissés par la littérature, alors que tout y est littéraire. Par Effraction. Je retrouve Ramsès Khéfi à la sortie du métro Cours-Saint-Émilion pour l'accompagner jusqu'à la BPI, ce lieu où se mélange aussi, comme quand on tourne les pages de son roman, le plaisir de la lecture solitaire et une forme de brouhaha entre étudiants qui murmurent parfois, échangent à haute voix et à qui l'on demande de parler un peu plus bas. Bonjour Ramsès. Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien, super. Froidement, mais ça va. Alors, je vais vous emmener au bâtiment Lumière qui abrite désormais la BPI et vous allez pouvoir choisir 3 livres qui ont beaucoup compté pour vous. Est-ce que vous avez une idée déjà ? Évidemment, j'ai mon podium. On y va ? Allez, on y va. Alors Ramsès, c'est quoi votre rapport aux bibliothèques justement ? Alors un rapport très très nostalgique, parce que quand j'étais petit, je dirais jusqu'à l'âge de 12 ans, j'allais vraiment beaucoup en bibliothèque. Je viens d'une génération où on n'avait pas les téléphones, il y avait encore la culture de l'ennui. Donc les BD que j'allais chercher, les petits romans qui étaient de mon âge, à la bibliothèque municipale, on avait une très petite bibliothèque municipale, c'était super, c'était un peu l'antidote contre l'ennui. Et puis en fait, après je me suis aperçu que j'avais une sorte de défaut, je ne sais pas si c'est un défaut ou une tare, mais je me suis rendu compte que le lieu de la bibliothèque était trop silencieux pour moi. J'ai besoin de bruit pour lire, j'ai besoin de bruit pour travailler. Et donc en fait, je fréquente plus vraiment les... Enfin, j'y vais, mais je suis plus... Vous y faites du bruit. Je vais me faire des ennemis. En fait, je me rendais compte que j'avais du mal à me concentrer, j'avais besoin de bruit. Et donc je sortais, je rentrais, je sortais. Donc un rapport nostalgique parce que j'ai des très très bons souvenirs de la période de bibliothèque quand j'étais gamin et tout. Mais j'arrive plus à retrouver cette concentration. Alors je sais pas, je suis devenu accro au bruit en fait. J'ai besoin de bruit, voilà. Et quand vous étiez enfant, est-ce que vous étiez grand lecteur ? Est-ce que vous avez grandi dans une famille qui lisait beaucoup, comme dans la famille de votre roman où Amani, la mère de famille, lit des livres d'une tonne, dit le narrateur ? Alors ma mère était une
grande lectrice. Donc elle est arrivée du pays avec plein de livres. Et donc elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on lise d'abord pour être casanier. Elle voulait pas qu'on traîne trop dehors. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que ma maman, elle voulait qu'on ait de la culture générale, au-delà des diplômes. Et donc, pour avoir de la culture générale, il n'y avait pas trop le choix. Il fallait bouquiner. Et donc, elle nous mettait des livres dans les pattes. Elle avait engrainé mon père aussi, en lui disant, quand tu reviens du travail, de temps en temps, tu passes, tu ramènes un livre. Puis après, on a eu la chance d'avoir des profs, notamment au collège, notamment une, Madame Montfort, je profite de la dédicace, j'espère qu'elle va bien, qui nous a montré et démontré que la lecture pouvait être ludique. Et ça a changé aussi nos vies, puisque en fait on est parti dans un rapport complètement décomplexé au livre. Et ça, c'était super. Ce qui vous a donné envie d'écrire, ce sont les livres écrits, tels qu'on va les trouver ici à la bibliothèque, ou les récits oraux qui vous entouraient, un peu comme le personnage de votre roman? Les récits oraux, en fait, en vrai, c'est les récits oraux. Moi, j'étais un grand consommateur d'histoires, de gens, de conteuses, de conteurs qui vivaient dans l'endroit où j'ai grandi, en fait. C'était où? C'était à Carrière-sous-Poissy, dans les Yvelines, dans la banlieue ouest. Et j'étais friand, moi, de ces récits, ces conteuses, ces conteurs. C'était nos super-héros. Ça partait parfois d'un petit détail, donc moi j'ai toujours été bercé par ça. Je cite un passage de votre livre: « Un brouhaha de gares bondées émanait de nos blocs. Toutes les langues, tous les argots et toutes les intonations s'entremêlaient. Les 7 tours de Babel. » Oui, c'est ça. En fait, moi je suis un bavard de nature en fait. J'aime le bavardage parce que j'ai grandi dans un endroit très rigolo en fait. Donc il n'y avait pas un jour où on n'avait pas au moins un fou rire minimum, et ça passait par les histoires qu'on se racontait. Et quand je parle des histoires, c'est pas simplement les cancans, les rumeurs et tout, c'est aussi des histoires entendues ailleurs. Tout le monde venait de quelque part, des Balkans, d'Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, des régions françaises, Auvergne, Corse, Bretagne. Et donc ça nous faisait voyager parce qu'on était très très sédentaires, on voyageait très peu. Alors trêve de bavardage, on va pousser la porte de la tour de Babel du bâtiment Lumière. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. En fait, les bibliothèques, je pense que ça me fait l'effet d'un... Comment dire ça? C'est la Madeleine de Proust. Vraiment, c'était mon enfance. Nous, on traversait le parking de Leclerc sans faire de placement de produits pour aller à la bibliothèque. Et donc, c'est des bons moments parce que le moment où on allait avec des copains aussi à la bibliothèque, c'était un grand moment. Parce que c'était un moment de... Pas tant de bavardage, mais on savait qu'on allait ouvrir des BD, des petits livres et qu'on allait pouvoir... Ça allait être un prétexte pour en parler après. Donc, c'était super. Donc, j'ai toujours une petite émotion. Et là, c'est un monument. C'est la plus belle des plus belles, celle-là. Alors vous venez de publier votre premier roman, Ramsès Kefi, 4 jours sans ma mère. Vous étiez déjà connu pour vos longs récits journalistiques. Passer à la fiction, ça vous démangeait depuis longtemps? Moi, je suis arrivé à l'écriture par la fiction, enfin pas par la fiction, mais par une histoire en fait. Et je sais que les frontières entre le réel et la fiction, elles sont parfois très poreuses. Combien de fois, en tant que journaliste, en fait, on rencontre des gens et on dit « Ah, c'est un personnage de roman, ce serait un super roman ». Comme je pense que je suis un fan de Père Castor, je suis un disciple de Père Castor, forcément, le fait de raconter des histoires dans lesquelles on peut prendre un peu plus de temps, on peut peut-être un peu plus travailler les personnages, faire passer plus de choses, forcément, quand j'ai eu ce privilège-là, je me suis pas gêné. Alors on va pousser la porte de la salle de lecture. Attendez, je vais la pousser quand même. Donc on est un jour de fermeture de la bibliothèque, ce qui fait que vous avez toute la bibliothèque pour vous. Ça vous fait quel effet? J'ai envie de faire des galipettes sur la moquette avec des livres. C'est prévu. Non mais ce serait magnifique. Non, franchement, c'est un cocon d'être entouré de livres. Alors l'histoire de votre roman est déclenchée par la fugue d'Amani, donc la mère de famille de votre roman. Après plus de 40 ans de mariage avec Eddy, elle part sans rien et elle laisse derrière elle une famille en crise. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'était plutôt l'envie de parler de cette mère que personne n'écoute ou du reste de la famille qui repose sur elle sans la voir? Est-ce que vous vous souvenez quelle a été l'envie première? En fait, moi, je pense que je traîne les histoires de maman depuis très longtemps parce que je viens d'un endroit où les mamans sont très très puissantes. Elles étaient très présentes et pour les gens qui ont eu la chance d'avoir des mamans, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des mamans aimantes ou juste d'avoir une maman, pour nous, déjà depuis l'enfance, l'adolescence, on les voyait et on avait plein de rêves pour nos mamans en fait. Donc ça a toujours été un sujet. Et quand on est devenu bavard, c'est-à-dire qu'on était le soir, je ne vais pas dire qu'on traînait, mais c'était un peu ça, on avait des sujets philosophiques un peu. Et la maman était un vrai sujet philosophique pour nous. On voulait rendre fiers nos mamans, on voulait leur offrir des choses et on a été conscient de ne pas rendre
l'amour qu'ils nous avaient donné, parce qu'on se rendait compte que quoi qu'on fasse, elles étaient fières de nous et elles avaient ce truc d'être cette capacité de prendre la charge mentale, mais aussi la charge physique, parce que je dis pas que les papas étaient absents, moi j'ai eu un papa extraordinaire, mais les mamans avaient ce truc en plus, c'était nos super-héroïnes en fait, la réalité. Et donc quand j'ai eu l'occasion d'écrire au long, je me suis dit que ça pouvait être qu'une histoire de maman. Le premier coup, il y aurait une maman, c'était sûr. Une maman qui donc disparaît, donc il y a une vraie bascule inattendue qui fait tout vaciller, et le père et le fils réagissent très différemment à la disparition de la mère. Salman, donc qui est le fils de 36 ans, il ne sait pas plier ses pulls ni changer ses draps, et là, suite à la disparition de sa mère, il affronte un vertige, toutes les questions qu'il n'a pas réussi à se poser jusqu'à présent sur ses origines, ses choix de vie. Oui, je voulais que ça soit un livre assez court. Il fait 200 pages, mais je voulais qu'il y ait plein de choses sur l'éclatement des bulles. En fait, c'est des bulles qui éclatent. La maman, partant, elle fait éclater des bulles de routine. Le fils est Tanguy extrémiste, radical, et il n'a plus le choix, en fait. C'est-à-dire que quand la bulle éclate, on ne peut plus reconstituer ces bulles-là. Il faut qu'il affronte ses questionnements d'adulte. Il n'a plus le choix. Et le papa, c'est pareil, puisqu'il y a un secret. Le papa est partie prenante du secret, puisqu'il l'a aussi fabriqué. Il a aussi... avec sa femme, décidé qu'il garderait ce secret, qu'il ne le transmettrait pas au fils. Et donc, quand sa bulle à lui éclate, il s'était réfugié lui aussi dans sa routine de retraité, bien comme il faut, avec une image de papa modèle, d'époux modèle et tout. Lui non plus, il n'a plus le choix. Il explose à sa façon, lui. Et le fils mène un peu l'enquête un peu en solitaire, puisque le papa se tient un peu à l'écart. Et le papa est sur une autre forme d'introspection un peu plus destructrice, on va dire. Ce qui frappe le plus en lisant votre livre, c'est votre style, une écriture orale et ultra sensorielle, avec un aspect un peu cocasse et fabuleux. Par exemple, quand le narrateur est amoureux, il dit qu'il a une théière dans le torse. C'est une écriture qui apporte une légèreté, une tendresse à un roman qui parle quand même de sujets durs, la disparition, l'échec social, la mort, la difficulté d'écouter les siens et de connaître celles et ceux qu'on aime le plus. Ouais, je pense qu'il faut on est dans un moment où on a besoin un peu de légèreté. Donc, et puis moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans un univers rigolo. Je rigole beaucoup toute la journée. Et je trouve que tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut garder une forme de légèreté. J'essaie de garder ce truc un peu qu'on a quand on est enfant, adolescent, où il y a moins de filtres. Même si c'est des choses dures, ça ne veut pas dire que j'esquive les choses dures, mais j'aime quand elles sont un peu moins pesantes. Si on peut éliminer quelques kilos du sac qu'on porte sur le dos, c'est pas mal. Voilà. On passe au moment phare de ce podcast. Le clou du podcast. Le clou du podcast. Le climax. Vous allez piocher les 3 livres et les emprunter, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement à la BPI. Je vous laisse nous donner 3 indices pour que les auditeurs et auditrices devinent les livres que vous avez choisis, qui sont tous les 3, on peut le dire, des œuvres cultes. Alors le premier, je dirais Bagnard et Montreuil-sur-Seine. C'est pour les connaisseurs, attention. Alors c'est en littérature française, on y est. Je vous laisse le prendre, il est là. Le deuxième, ce sera, je dirais, Sherlock Holmes et science-fiction. Et le 3e indice? Mayotte et Moïse. C'est des indices durs quand même. Alors on retourne en littérature française. Voilà, j'ai fait exprès. C'est comme parti. Ça, tout le monde. C'est un footing entre les livres. J'ai l'impression d'être comme dans Fort Boyard, avec les clés. Ramsès Kefi, quel est le premier livre dont vous avez choisi de nous parler? Alors, c'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est un livre que j'ai lu seul, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de conseils, c'est pas un livre que j'ai lu avec l'école et tout. Quand j'étais petit, j'entendais souvent parler de Jean Valjean, Cosette, et en fait, on avait des gens qui nous racontaient l'histoire des Misérables, parce que c'est un classique et parce que ça les avait marqués, donc des gens plutôt d'une génération plus âgée que la mienne. Et après, il y avait des références dans la culture populaire. Ah, fais pas ta Cosette. Et je connaissais quelqu'un qui se faisait appeler Jean Valjean. C'était bizarre. Il y avait des versions plus courtes quand on était petit, je pense à la bibliothèque et tout. Mais quand j'étais en âge de pouvoir m'attaquer à cette œuvre, puisque ça fait plus de 1000 pages, me semble-t-il, et ben j'y suis allé. C'était, je pense, à peu près je dirais fin de 3e peut-être. Et donc j'ai lu petit à petit Les Misérables. Je vais pas mentir, j'étais pas non plus hyper rapide en lecture. Et ce livre, en fait, m'a raconté toute la société. En fait, il n'y a pas un livre qui m'a marqué plus que celui-là, au final. Et puis, en fait, ça fait partie des livres qu'on prend plaisir à relire à certaines périodes. Et donc, je trouve que les personnages sont extraordinaires. Je trouve qu'il y a un courage extraordinaire et que c'est un livre très politique.
Ça, j'en avais pas forcément conscience quand j'étais en troisième. Mais au regard de ce qui se passe, je me rends compte que ce livre, il n'a pas pris une ride, ni dans l'écriture, ni dans le message. C'est peut-être parce que c'est la première grande œuvre que j'ai lue dans ma vie et que ça m'a marqué, mais j'ai jamais retrouvé la puissance des Misérables. Et Victor Hugo, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la culture populaire. Les derniers jours d'un condamné, par exemple, c'est un livre d'une puissance incroyable et qui, moi, en tant que lecteur et maintenant en tant qu'auteur, m'a fait dire que, en peu de pages, parce que les derniers jours d'un condamné, c'est en termes de taille, c'est quand même vraiment le tout petit frère Rikiki des Misérables. Qu'en peu de pages, on peut dire beaucoup de choses. En travaillant sur des détails, sur un message fort, sur des personnages, en ayant le courage aussi d'assumer certaines choses, on peut créer des œuvres très puissantes. Donc Victor Hugo, pour moi, c'est tout en haut, c'est mon ballon d'or. Les Misérables de Victor Hugo, paru en 1862, et la version que vous avez entre les mains est éditée par Yves Gohin et paru en 2017 chez Folio Gallimard. Quel est le deuxième livre dont vous voulez nous parler ? Natacha Pana, Tropique de la violence. C'est un livre qui est beaucoup plus récent et que j'ai lu bien après sa sortie. Et c'est peut-être une des rares fois, alors je suis pas le plus grand des lecteurs et je suis pas le champion des champions, mais j'ai fermé ce livre et je me suis dit, il y a même pas une phrase à jeter. Je sais pas comment elle a fait. C'est-à-dire que chaque phrase est importante et si on l'enlève, en fait, j'ai l'impression que ça crée un vide. Ça m'a fait cette sensation-là. La thématique est hyper dure. Ça se passe à Mayotte. C'est une histoire de gamin et c'est très dur de parler de ces thématiques-là, je trouve. Et elle le fait avec une force incroyable et une prise de risque incroyable. Parce que ça parle de la mort. Elle fait parler des gens qui sont quand même dans l'au-delà, qui ont quitté leur corps. Et elle a trouvé un fil au travers de la galerie de personnages, puisque c'est plusieurs voix à chaque fois, pour nous maintenir et pour donner de l'étoffe et de l'épaisseur. Donc elle a enlevé les petits filtres, elle a enlevé aussi parfois ces choses qui, moi, me dérangent parfois. C'est qu'on essaie de tenir la main au lecteur ou à la lectrice. Et elle ne le fait pas. Allez-y, vous prenez ça tel quel. Je vous le raconte comme ça. Et moi, ça a toujours été la façon dont j'aimais qu'on me raconte les histoires. Et nos conteuses et nos conteurs des Yvelines étaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils enlevaient tous les filtres. Et après, on prend ce qu'on a envie de prendre et on vit les émotions de manière très brute. Et cette capacité à nous dire prends la matière brute et tu en fais ce que tu veux en faire. Tu l'encaisses comme tu dois l'encaisser ou comme tu veux l'encaisser. Je trouve ça hyper fort, surtout sur une thématique de gamin, d'adolescent. Donc Natacha Pana, pour l'ensemble de son œuvre, bravo. Et Tropique de la violence, pour moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas honte de le dire, Tropique de la violence, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tropique de la violence de Natacha Pana, c'est paru en août 2016 aux éditions Gallimard. Ce livre a reçu le tout premier prix Femina des lycéens et le prix France Télévisions en 2017. Je précise aussi que Natacha Pana a reçu le prix Femina en 2025 pour son roman La nuit au cœur. Quel est le troisième livre dont vous voulez nous parler, Ramsès Keffi ? Alors, c'est Le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle. En fait, ce livre qui est une enquête policière sur un chien, une rumeur d'un chien tueur, un chien vengeur qui rôderait à côté d'une propriété, de la propriété des Baskerville et qui serait à l'origine de certains meurtres. Voilà, à peu près, c'est le résumé. Ce livre est un livre qui est très accessible et que j'ai lu au collège, moi. C'est un livre qui m'a décomplexé, moi. En 5e, on avait une prof de français qui avait instauré une sorte de concours de lecture et l'idée était de rendre la lecture très ludique, de créer un plaisir de lecture et de se dire qu'on ne devait pas avoir peur de rentrer dans certaines œuvres. Ce livre, je parlais de Madeleine de Proust quand je parlais des bibliothèques, mais ce livre est la Madeleine des Madeleines de Proust, parce que c'est le livre qui m'a procuré le plus de plaisir quand j'étais gamin. Pas parce que c'est le livre que j'ai préféré, mais parce que je me suis dit que on l'avait lu collectivement, avec plein de gens en classe, on en avait discuté. Mine de rien, la prof nous avait fait une super leçon de littérature que je garde en tête, sur la lecture, sur la façon dont on traite les personnages, et on n'était qu'en 5e, et on n'était pas dans un collège de haut niveau, faut être honnête. Mais on a eu cette sensation de se dire, eh bien, on y est, quoi. On a le droit, on a accès à ça. En fait, on peut le faire, on peut lire n'importe quoi. En fait, à ce moment-là, quand je lis ce livre, je me dis, je peux lire n'importe quoi. Et je pense que sans ce livre, je peux pas lire Les Misérables. En fait, j'ai été décomplexé à ce moment-là. Et donc, Le chien des Baskerville, qui est une histoire un peu... Je sais pas si c'est l'histoire la plus connue des aventures de Sherlock Holmes. Je crois même pas. Ça nous mettait aussi dans un univers de science-fiction. C'était fantastique. Un chien qui crache du feu. C'est incroyable. Et donc, ça crée... On se dit, il y a aussi ça en littérature. La littérature a cette puissance-là. S'il a dû m'inspirer ou s'il m'a inspiré,
inspiré, c'est vraiment dans le plaisir, en fait. Ce livre me dit que la littérature, c'est du plaisir. Et les 4 jours sans ma mère, c'est une histoire de plaisir. C'est rien que ça, c'est de se dire qu'on écrit une histoire pour le plaisir de la faire. À chaque fois que je pense au Chien des Baskerville, je me dis que la littérature, c'est du plaisir. Le Chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, ça a été publié en feuilleton entre 1901 et 1902 dans le Strand Magazine, qui est un mensuel anglais. Et l'édition que vous avez entre les mains est celle que l'on trouve dans le premier volume de la Pléiade, qui réunit les Sherlock Holmes de Conan Doyle sous la direction d'Alain Morvan, avec la collaboration de Michael Poplar, Baudouin Millet et Claude Aimé. Merci Ramsès Khïfi, on a un chef-d'œuvre, un ballon d'or et la Madeleine des Madeleines de Proust. Merci beaucoup. Merci à vous, franchement, c'était un moment incroyable et merci pour l'invitation et gloire à la lecture. C'était Par Effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Ramsès Khïfi pour sa participation. Vous pouvez découvrir son roman 4 jours sans ma mère, paru chez Philippe Ray, en bibliothèque et en librairie. Pour écouter nos précédents épisodes consacrés à Sephora Pondy, Anthony Passeron, Chloé Corman, Alice Zeniter, Blandine Rinkiel, Juliette Drouard, Mathieu Palin, Raphaël Meltz et Rim Batal, rendez-vous sur le site de la BPI, de son magazine Balise et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt!